Très bien. Sur ce, je m'en vais te poser la question de... C'est super intéressant. Je pense que ça, c'est une bonne citation. Du Mhm. coup, le TEDx, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a... Parce que je sais que c'est pas n'importe qui va faire le TEDx et j'imagine que de fil en aiguille, tu en es arrivé. Ouais, mais le TEDx, franchement, le TEDx, c'est-à-dire que, franchement, quand ça m'est arrivé, je n'y Mhm. croyais pas, en fait. Parce que pour moi, ce que j'ai pas eu le temps de, en tout cas, ce que je n'ai pas raconté, c'est-à-dire que, à un moment, mon but, finalement, était de se dire, enlève cette timidité que tu as d'aller vers les autres. Mhm. Essaye de pouvoir parler aux autres. Parce que parler à plus de trois personnes pour moi, si c'était pas ma mère, mes frères et sœurs, tous les autres, j'avais des difficultés à parler. Donc parfois, je fuyais en fait. Tu parlais même Euh, pas en classe. non, 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 en classe, et puis même en classe, j'avais des techniques pour éviter qu'on m'interroge. Donc j'avais cette technique-là, et dans la pire des choses, c'est quand on te disait, viens réciter devant. Wow. Pour moi, j'essayais d'esquiver, j'y arrivais pas en tout cas. Et bizarrement, à chaque fois que je passais, on me dit, waouh, c'était bien quand même. Pourquoi tu avais peur de ça? Je sais pas pourquoi, c'est une timidité super maladive. Donc, à un moment, quand je décide, en tout cas, quand je commence à avoir ce déclic, tu sais, dans le développement personnel, on a l'habitude de regarder pas mal de vidéos, des choses comme ça. Et du coup, parfois, je tombais sur des vidéos TEDx et je regardais ça. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est impossible à faire. Mais le jour où j'arriverai à faire ça, mais c'était dans mes rêves, hein, c'était genre en 2010 comme ça. Je disais, non, c'est impossible, je n'y pense même pas ou des choses comme ça. Et pour lutter contre cette timidité que j'avais, il y a une personne qui m'a, c'est justement celle à qui j'avais lu son livre parce que je lui avais envoyé un message. Elle avait créé même une life coaching à Londres. C'est elle qui m'a dit, ben, écoute, si tu veux lutter et que tu retournes en France, la première des choses, par exemple, c'est n'aie pas peur d'affronter ton problème. Donc, il faut affronter le public. Et donc, la première chose, il m'a dit, va, va souvent, va dans des conférences, des événements. À Paris, il y en a plein, des événements. À un moment, à la fin, on va tendre le micro, on va dire, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Elle me disait, à ce moment-là, sois la troisième ou quatrième personne à demander la parole. Ça va être la première étape pour que tu gagnes en confiance en toi, en fait. Donc, donc la première étape, c'était ça. C'est-à-dire, tu vas à une conférence, disais, quelle que soit la question que tu vas poser, le simple fait d'avoir le micro, parler en public, et tu verras. Et disait, au début, ne sois pas la première personne à prendre le micro. Parce que la première personne, toute l'attention sera à toi, tu vas le sentir et tu vas perdre tes mots, tu vas même faire tomber le micro. À ton niveau, c'est-à-dire à mon niveau, elle me disait. Mais par contre, soit troisième, quatrième, tu verras que la tension va baisser, etc. Donc, c'est ce que je commençais à faire au départ. J'y allais, je posais des questions. Après, l'autre étape, c'était soit la première personne à poser la question. Et la technique était, dès qu'on va vous dire, avez-vous des questions, quand entre avez-vous des questions et la première personne qui va lever la main, il y a toujours un temps de latence. Ou parfois même, la première personne avant de lever sa main va se dire, il y aura au moins 10 secondes ou quelque chose comme ça. Parfois même, les personnes vont dire, allez, allez, il y a quand même des questions dans la salle. Et donc, elle me disait, au moment, avez-vous des questions? Lève ton doigt. Tu seras le premier à qui on va donner le micro. Et si tu arrives à poser ta question alors que tu es cette première personne et toute l'attention va, tu verras que la tension va baisser et tu vas gagner une confiance, tu vas commencer à gagner en confiance en toi pour parler en public. Donc ça a été ça. Après, ça a été, ben écoute, si tu peux faire une conférence, d'affronter parce que là, sur le public, l'attention ne va pas être forcément, on va écouter ta question, mais ça s'arrête là et ça dure quelques secondes. Mais quand tu affrontes le public en tant qu'intervenant, là, le public va te regarder pendant 5, 10 ou 15 minutes selon donc la lumière va être focalisée sur toi. Et là, et là forcément, c'est comme ça que tu pourras affronter. Tu passeras une fois, deux fois, tu verras que tu vas gagner cette confiance pour aller vers les autres et parler aux autres.
ce n'est pas de devenir le meilleur orateur, mais c'est juste d'affronter cette phobie que tu as ou cette peur que tu as de parler aux autres ou du public. Donc, elle me disait au départ, soit aligné et soit peut-être la troisième personne à parler parce que tu vas pas essayer, mais essaye d'avoir plusieurs intervenants. Et après, l'autre étape, c'est le jour où on va te dire, ben, écoute, parle en public et que les gens vont se dire, je viens pour te voir toi. Et donc c'est parti petit à petit, c'est parti là, à Wadem. Et c'est pour te dire que quand tu essayes de forcer le destin, forcément, tu ne sais pas d'où l'opportunité t'arrive. Et c'est pour ça qu'on dit, crois toujours en Dieu, prie comme tu peux. Mais il y a toujours un signe. Et c'est comme ça, à Wadem, on s'est rencontrés. Et c'est elle qui m'a dit, ben, écoute, je deviens intervenant face aux étudiants africains étrangers. Et là, et tout est parti de là. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, je commence à parler en public, je commence à gagner beaucoup de confiance en moi, et je trouvais mes techniques. Et je me disais, et là je te parle de 2012-2013, hein. 2010, je me disais que TEDx, ça serait un truc impossible. Tellement je regardais ça, je disais, waouh, comment ils arrivent. Et moi, la seule chose que je regardais, c'est, waouh, comment ils font pour parler en public comme ça, sans stress. Waouh, comment il a l'air tranquille. Et dans ma tête, je me suis dit, non, c'est impossible. Et quand je commençais à faire les conférences, je me suis dit, tiens, le jour, si jamais un jour je fais un TEDx, je vais arrêter tout ce que je fais là sur le système de développement personnel, conférence, parce que je n'aurai plus rien à prouver à moi-même, en fait. Et de fil en aiguille, donc moi j'avais mis sur ma liste, tu sais, quand tu te mets dans le développement, en fait, développement personnel, quand tu t'organises, il faut que tu te crées des objectifs. Et moi, généralement, je me crée des objectifs tous les 3 ans. Tous les 3 ans, je dois passer une étape. Tous les 3 ans, je dois gérer une étape. Et du coup, franchement, le TEDx, je me suis dit, si j'y arrive, ça serait en 2020. Et ça, c'est ce que je dis aux personnes souvent. Lorsque vous avez des objectifs, regardez très loin dans vos objectifs en disant où est-ce que vous voulez en venir en fait. Donc l'objectif final, dès que vous avez votre objectif final, commencez à descendre en fait, à détailler de manière décroissante votre objectif final. Donc moi je me suis dit 2020 TEDx, si jamais ça m'arrive, j'arrête tout. Mais pour faire un TEDx, il faut déjà qu'on me connaisse. Pour se connaître, il faut que soit j'écris un livre, soit je passe à la télévision. Donc, j'avais commencé à me mettre ces objectifs. Donc, il faut que je fasse un peu de télé sur mon développement personnel. Il faut que j'écrive un livre. Donc, tout ça, j'avais mis des dates. Hein. Donc, le TEDx, j'avais mis 2020. Donc, j'avais mis 2019 le livre. 2018, passer à la télé. Et entre 2018 et 2000, faire des conférences, quitter un peu la partie étudiant sénégalais, mais de me diversifier un peu plus. Donc, j'ai commencé à me diversifier un peu plus. Donc, jusqu'à présent, il y a par exemple des municipalités qui m'appellent pour parler aux jeunes des quartiers. Il y a des entreprises qui m'appellent pour parler à leur... et jusqu'à présent, je m'étonne même. Je me suis dit, mais vous êtes sûr, mes formations sont basées de valeurs africaines. Ah oui, non, mais tant mieux, on va mieux apprendre des choses comme ça. Donc, ça a commencé à aller comme ça. Et le TEDx est venu, c'est un étudiant qui m'a écouté. Et un jour, il m'envoie un message. Et lui, je ne savais même pas qui c'était. Il m'envoie un message, il me dit, franchement, quand je vous ai écouté, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que, alors que je n'ai parlé de personne du TEDx, il m'a dit, est-ce qu'un TEDx vous intéresserait? J'ai dit, ouais, ça m'intéresserait. Il me dit, oui, mais il me dit, j'avais peur que ça ne vous intéresse pas, alors que moi, j'y croyais pas, en fait. Okay. Il dit, bon, j'ai fait cette demande, mais il me le disait de manière timide. Et après, il m'envoie un message pour me dire, finalement, vous n'avez pas pu être... c'est-à-dire que on a hésité pour la dernière personne du TEDx, on a hésité entre moi et une autre personne. Il disait, ça s'est joué à très peu. Il dit, franchement, merci. Mais même moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, moi, j'avais déjà des étapes. C'était en 2016. Je disais, moi, j'avais des étapes et c'est 2020 pour moi, mon TEDx. Donc, quand il m'a dit, non, ça ne sera pas, je dis, ouais, bon, tant mieux, parce que peut-être que je n'étais pas prêt pour ça, des choses comme ça. Et 2 ans après, il m'appelle, il me dit, là, franchement,
Ils ont un peu regardé. J'ai vraiment... C'est-à-dire que lui-même, il a dit... Parce que le TEDx, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a 5 speakers. 5 speakers. Ok. Il ne faut pas qu'un speaker se loupe, en fait. Sinon, ils perdent leur licence, en fait. TEDx qu'ils achètent très cher. Donc, l'école centrale, et lui, il a carrément dit, si vous devez prendre cette personne-là, je vous assure que lui, il va pas vous... Ça va vous changer. Et lui, je suis sûr de lui. Donc, lui-même, il s'est mis... comment on va dire? Il s'est mis carrément presque en garantie. Pour leur dire, lui, je suis sûr. Et les gens ont dû se dire, bon, c'est un Africain. Tu sais, le petit côté comme ça, là, il y avait le côté africain, des choses comme ça. Et notamment qu'il y avait un jeune de l'école qui avait gagné le concours pour faire un TEDx. Et lui, c'était un Sénégalais aussi. Après, les autres, c'était... Et donc, c'est comme ça, j'arrive le jour même, le jour J. Et moi, toutes les veilles, je n'avais pas appris en fait. Je me suis dit non, je vais pas. Tu sais, il y a le stress. Tu te dis waouh, ça c'était mon rêve. Tu arrives, il y a le stress. Tu te dis non, je vais pas répéter. Et je me souviens que le matin même, le chauffeur qui nous amenait, il faisait partie de l'organisation. Il nous expliquait vous savez, l'autre école, on leur a retiré la licence TEDx parce que ils ont été retirés. Avec les Américains, c'est un peu compliqué leur truc de TEDx. Si vous dépassez les 15 minutes, vous allez plus, la vidéo ne sera plus considérée. Et j'avais pas répété tout ça en fait. Donc c'est le jour J, on me dit voilà, c'est ça. Et en plus, quand je mettais mes diapos, dans mes diapos, il y avait les migrants. Par exemple, il y a une photo des migrants qui sont attendus par les carabineros avec les fusils là, qui les attendent. Il y avait une photo de l'Afrique, continent africain et du drapeau sénégalais. Il y avait, en tout cas, il y avait ces éléments africains. Donc, à chaque fois, ils disaient, est-ce que vous voulez répéter? Je dis non, non, non. Et je voyais les autres en train de répéter, de prendre. Et moi, j'étais là et j'avais des amis qui étaient venus de Paris, dont Aïssatou Diop. Et puis, il y avait les membres de l'ADEME qui étaient venus. Donc, eux aussi, moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais passer je crois que je passe en deuxième position. Le jour J, j'arrive, on me dit que je vais passer vers les derniers. J'ai dit, mais attendez, vous aviez dit que je passais en deuxième position. Mes amis ont pris leur billet de train pour assister. Ils m'ont dit, non, non, parce que voilà, on vous veut vers la fin. Et franchement, j'arrive et c'est-à-dire, c'est curieux. On me fait passer par un tunnel alors que tous les autres, on les appelle pour venir sur le plateau. Et quand j'arrive, je vois une rangée que de Toubabs là. En fait, d'habitude, moi, le public que je vois, c'est le public africain. Je vois que des Toubabs. Et je commence à me dire, bon, avec mes discours africains et tout ça là, est-ce qu'eux, ils vont comprendre? Même passer, je veux dire, est-ce qu'ils vont vraiment me comprendre? Et du coup, j'étais là et on me dit, bon, vous voyez, il y a le cadran, il y a les heures pour pas vous perdre dans les 15 minutes. Et j'oublie de regarder le cadran. Donc, je ne savais même plus à quel moment je passais. Dans ma tête, je me disais, bon, il faut que je tienne les 15 minutes. Et tu sais, quand tu essayes de parler vite, il y a des mots qui arrivent comme... quand je parle du cas du Rwanda, il y avait le mot qui m'échappait, c'est le Wolof qui venait directement, Djassi. Et dans ma tête, en quelques secondes, je disais, mais si je dis Djassi, ils ne vont pas comprendre. Donc, je cherche le mot, je dis coupe. Mais dans ma tête, je dis, mais coupe, est-ce qu'ils comprennent? Et donc, à un moment, si vous regardez la vidéo, à un moment, je dis, vous voyez les grands couteaux là. Et donc, les grands couteaux, donc c'est passé, je crois que j'ai dit coupe, grand couteau. Mais le meilleur moment, c'est quand le drapeau sénégalais apparaît en fait. Il y a le drapeau sénégalais et la carte d'Afrique apparaît. C'est quand tu fais un slide. Et à ce moment-là, je remarque deux jeunes filles qui avaient le regard comme ça en regardant des métis, quoi, des métis. Je vois leurs yeux comme ça. En tout cas, c'est la première chose que j'ai remarqué quand ils ont vu le drapeau sénégalais et la carte de l'Afrique. Et à ce moment-là, je disais, bon, vous voyez, la carte de l'Afrique, vous connaissez. Le drapeau sénégalais, peut-être que vous ne connaissez pas, mais voilà, ça c'est mon pays. Et si je vous montre le continent africain, c'est de là où je viens. Et je crois que le discours c'était, si je vous le montre, c'est pas pour vous narguer, pour vous dire, c'est juste pour vous dire ma fierté d'appartenir à ce continent, juste pour vous dire ma fierté
d'être sénégalais. Et peut-être que vous ne connaissez pas. Mais si je vous dis, c'est juste pour vous dire, si vous voulez connaître l'Afrique, venez du côté de l'Afrique. Vous allez avoir ça, des choses positives. Et au final, j'aurais aimé que vous-même, si vous venez de Franche-Comté, vous me dites, waouh, c'est super l'Afrique. Viens aussi du côté de Franche-Comté. Nous, on a ça, et partageons ce qu'on peut avoir. Que plutôt de nous voir. Et c'est pour ça, quand je te disais par rapport au passeport sénégalais ou au passeport français, moi, il y a une chose, je crois que c'est mon oncle qui disait, quand des membres de ma famille obtenaient la nationalité française, il a dit une chose. Et moi, cette chose-là m'a choqué. Il m'a dit, le fait d'obtenir la nationalité française, c'est le meilleur diplôme que vous pouvez avoir. Et du coup, je me suis dit, mais... Et puis tu vois, dans certaines personnes, quand ils obtiennent le passeport français, j'ai eu aussi un autre choc, c'est que la personne prend le passeport sénégalais et il jette ça et il dit, ah, des Djorinyou Modara. Tu vois, il jette et puis le gars est content du passeport français. Et à un moment, je me suis dit, mais ça voudrait dire que nous sommes des sous-citoyens, en fait, de ce monde-là. Je me suis dit, mais pourquoi ce passeport? Que j'aille à Singapour, que j'aille à Londres, que j'aille à Paris, Charles de Gaulle. Pourquoi ce passeport-là? D'ailleurs, le passeport sénégalais est devenu rouge qui ressemble au passeport Union européenne. Là. Mais je me suis dit, pourquoi les gens, quand on va à l'aéroport, déjà on doit faire cette queue, mais dès que tu présentes ce passeport, ils regardent, ils vous regardent, ils regardent la photo, ils commencent à vous poser des questions. Et quand tu regardes les autres passeports, le passeport européen, ils regardent, merci, bon séjour. Passeport américain, merci, bon séjour. Passeport chinois, merci, bon séjour. Pourquoi nous, les Africains, on nous regarde, on regarde, vous allez où? Vous allez habiter où? Et c'est là où je me suis dit que le jour où ce passeport-là, tu vas à l'aéroport et qu'on te dise, ok, tout est bien, you are welcome, sir. C'est là où on dira que le Sénégal, l'Afrique est respectée. Mais si on commence à jeter nos passeports, à ne pas revendiquer, on a le droit, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi le passeport sénégalais nous empêche d'aller ici. Pourquoi le passeport sénégalais et les joies que les gens ont lorsqu'on leur donne le passeport français. Il faut voir dans les mairies, là. Je ne sais pas si tu as déjà été dans les mairies quand on leur donne le... Mais on dirait qu'ils chantent même la Marseillaise en train de pleurer. Et donc, pour moi, je me dis, le jour où on voit avec les Chinois, avant les Chinois, le passeport, on ne calculait pas. Mais aujourd'hui, un Chinois te montre son passeport, on te dit, hey, welcome, sir. Hey, à nous de nous dire qu'on n'est pas des sous-citoyens du monde. Et il faudrait qu'on arrête d'accepter ça. C'est pour ça, moi, quand je montre le passeport, je me souviens qu'il y a juste une fois, c'était en Angleterre, où la personne a pris mon passeport sénégalais. Il n'a même pas cherché à savoir est-ce que je suis en règle ou pas. Il me dit, you are welcome, sir. Je dis, mais comment ça? Il dit, Sénégal, elle a dit Diouf. J'ai dit, oui. Il dit, mais elle a dit Diouf, Bolton. Et c'était un supporter de Bolton, en fait. Et elle a dit Diouf jouait dans son truc. Il me dit, au Sénégal, et tu vois, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des ambassadeurs sénégalais qui peuvent rendre fier ta nationalité. Et c'est pour ça que je dis, hey, si vous prenez le passeport français, ok, je comprends que je peux comprendre que ça vous facilite beaucoup de choses. Mais n'allez pas pleurer la Marseillaise parce que vous dites que enfin je suis français, Napoléon, Charles de Gaulle, c'est mes amis. Non, prenez ça peut-être voilà, ça va vous faciliter des choses. Mais je pense que nos gouvernants aussi, dans leurs négociations, il faut qu'ils imposent que notre passeport doit être au même niveau que les autres citoyens. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Et moi, c'est-à-dire que même moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je suis un peu comme mon père, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais pris le passeport. Après c'est peut-être un choix, mais je n'ai jamais pris ce passeport français, alors que j'ai toutes les facilités pour avoir ce passeport. Ben, ma mère est française, mes frères sont français, des choses comme ça. Mais je ne sais pas, même mon père, lui, il dit non, mouk, sénégalais, truc sénégalais. Après, je ne sais pas où ça va me mener, mais j'espère qu'avant ma mort, par exemple, j'espère qu'un jour, ce passeport, on aura les mêmes droits que tous les autres pays. Et c'est pas parce qu'on va dire qu'il y aura de la migration, non. Hey, la migration, c'est des... Et le jour où
quand tu dois quitter le Sénégal, par exemple, quand tu quittes l'Afrique, j'aimerais que ça soit un choix de vie, en fait. C'est-à-dire que quand tu quittes l'Afrique, tu vas dire, ouais, en fait, la manière de vivre aux États-Unis, la manière de vivre en Occident, la manière de vivre le truc, ça me plaît. Mais pas que ça soit un choix par défaut, en fait. En se disant, ah, Sénégal, des choses comme ça. Donc c'est ça, en fait, les histoires de passeport, et c'est ça que je disais aux personnes. Moi, j'y crois, en tout cas, ce que je disais, je brandissais ce passeport, je disais, vous savez, ce passeport-là, africain, pourra être respecté le seul moment où vous, chacun d'entre nous, accepte de donner 10% à l'Afrique. Quand je dis 10%, c'est-à-dire que si vous travaillez en Europe ou par ailleurs, et que vous travaillez, si vous dites juste, tiens, ce que je suis en train de faire là, ça permet de faire ça, mais est-ce qu'en Afrique aussi ça peut marcher? Juste aller discuter, échanger, ça sera ça. Et qu'on arrête aussi de se dire diaspora, locaux. Les locaux vont te dire, ah, vous la diaspora, vous n'êtes pas des vrais Sénégalais. Pourtant, on sait vraiment ce qui se passe là-bas. On pourra te dire combien coûtent les frais des médicaments, on pourra te dire combien coûtent les frais de scolarité, on pourra te dire. C'est pour ça que les divisions là ne servent à rien. Ça ne sert à rien. On est Sénégalais de l'extérieur, on est Sénégalais de l'intérieur, mais on est Sénégalais en fait. Donc si on arrive juste à pouvoir partager c'est-à-dire que des personnes qui sont là-bas nous disent, hey, nous dans notre champ, on a besoin de ça. La plupart des paysans là, si tu regardes bien, la plupart des paysans, eux, ils ont une sorte d'ingénierie extraordinaire. Franchement, tu parles aux paysans, ils vont te dire ça. Mais quand nous, on arrive là-bas, ou un toubab qui vient, qui vont dire, bon, nous, on est là pour pour faire gérer l'agro-business ou des choses comme ça, je pense qu'il faudrait que vous fassiez ça. Les gars vont te dire, ah, toubab, on va les laisser. Je ne peux pas parler, parle à ma place. Je ne peux pas parler le français, parle à ma place. Pourtant, si tu leur demandes dans leur langue, qu'est-ce que vous en pensez? C'est eux qui vont te dire, mais eux, ils ne connaissent rien. Nous, la terre, c'est comme ça qu'on fait. Si on peut avoir ça, c'est surtout ça. Donc, c'est pour ça que nos gouvernants, là, arrêtez d'aller chercher les autres pour nous apprendre pour leur apprendre des choses que eux, ils savent mieux faire que les autres. Ouais. Apprenez d'eux et laissez eux vous dire ce dont on a besoin. Et c'est comme ça, je pense qu'on doit travailler. Et il y a une anecdote que je vais raconter rapidement. Cette anecdote, c'est Boubacar Salif Traoré qui me l'a raconté, mais c'est resté dans ma tête. C'est une personne qui quitte son village là-bas, qui vient en France, qui crée une association qui dit leurs mamans là-bas doivent marcher plus de 1 kilomètre pour aller puiser l'eau en fait, dans un puits qui se trouve là-bas au loin. Donc elle fait son association, elle arrive à faire une cagnotte et donc elle arrive à amener un robinet au centre du village. Et donc, elle, sa joie, elle était là comme ça, elle disait aux personnes, voilà, j'ai amené l'eau au centre du village. Mais tu sais ce que les mamans là lui ont dit? Elle sentait que les mamans n'étaient pas enthousiastes. Je disais, mais moi, j'ai tout fait pour vous amener ça, comme ça, vous n'avez plus de problème d'aller marcher longtemps là-bas pour aller chercher de l'eau. Les mamans lui ont dit, mais tu aurais dû nous consulter avant de faire ça. Elle dit, mais je suis déçu, pourquoi? Mais toi, tu ne savais pas que nous, quand on marchait là, c'était nos seuls moments où on pouvait discuter de tout ce qu'on avait envie entre nous. C'était notre moment de liberté entre nous, les femmes, d'aller chercher l'eau et de revenir. Donc nous, ça nous arrangeait. Maintenant que tu nous mets le truc au milieu du village, il est où notre espace Et donc, c'était une façon de dire, arrêtez de penser que vous connaissez tout pour nous. Demandez-nous d'abord et on vous dira ce dont on a besoin. En tout cas, c'est comme ça qu'on doit penser, je pense, l'Afrique. Et je pense que si chacun y pense comme ça, ça devrait être extraordinaire, quoi. Ok, là j'ai des questions de JC Non Limite, le premier à avoir intervenu dans les lives Kekodia. Il dit, quelle est ta best story d'une personne que tu as accompagnée et que tu as vu changer complètement? Un témoignage d'une personne. Ouais, tu sais, à un moment, par exemple, quand j'ai fait mon TEDx, là, je disais, je vais arrêter en fait, parce que je n'avais plus rien à prouver pour. L'objectif était atteint, quoi. Oui, c'est-à-dire que moi, mon objectif était par ailleurs. C'est-à-dire que moi, je me disais, j'ai fait le TEDx, j'aurais affronté ma peur de faire face au public,
Donc, j'ai gagné pour moi, en fait. Et du coup, je voulais arrêter là parce que j'avais d'autres, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai d'autres projets. Mais pour moi, ça s'arrêtait là. Et je me souviens d'une personne, et franchement, il y a même deux histoires, deux personnes. Mais il y a une personne, une fille, qui était aveugle, en fait. Elle est venue me voir à la fin. Et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, vous savez, votre histoire m'a touché dans le fait que vous étiez très très timide et que vous n'osiez pas demander de l'aide ou des choses comme ça. Elle disait que elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle demande de l'aide, parce qu'elle est aveugle, qu'elle dérangeait. Donc, elle faisait le minimum à des moments pour ne jamais demander en fait. Et elle m'a dit, une fois, elle m'a dit, mais quand je vous ai entendu, vous aviez dit, demandez, et après vous saurez en fait. Mais ne vous mettez pas cette fameuse barrière en se disant, si je demande, peut-être que je vais déranger, ou peut-être que l'autre ne va pas truc, ou bien peut-être que l'autre personne va sur un autre. Et à un moment, je lui ai dit, mais comment tu sauras si tu ne demandes pas? Et c'est là où elle m'a dit, à partir de là, si j'ai besoin d'aide, aveugle ou pas aveugle, je vais demander, je vais ouvrir ma bouche. Et si la personne ne peut pas, elle me dira tout simplement, je ne peux pas. Et donc, je pense que ça a été... À la fin, ça m'avait marqué. Cette histoire m'avait marqué, mais c'est quand elle m'a dit, mais il a fallu que je vous rencontre pour savoir ça. Je dis, n'importe qui aurait pu vous dire ça, mais peut-être que c'était le jour où vous étiez ou des choses comme ça. Pareil aussi pour... et j'ai beaucoup de relations avec les étudiants. Par exemple, il y a un étudiant qui me disait, quand je vous ai écouté, il y a quelque chose qui me dérange. Par exemple, quand je disais, quand vous quittez votre pays, quand je disais vous quittez votre pays, vous arrivez en France, on va vous parler d'assimilation ou intégration. L'intégration vous permet de connaître les codes pour avancer dans cette société. L'assimilation, c'est de croire que vous devez copier les autres pour devenir français. Copier les autres pour devenir français, déjà votre langage va changer en faisant des chirurgies, des choses comme ça. On va vous dire, bah, écoutez, il n'y a pas de couvert. Ah non, moi je peux pas manger à la main ou des choses. Tu sais, les petits détails comme ça où tu te dis du jour au lendemain, non, le couteau main gauche, fourchette main droite, je ne touche pas à la main ou des choses comme ça. Donc je disais, hey, soyez fiers de vos valeurs. L'intégration, c'est de connaître les codes et de vous adapter, mais c'est de ne pas vous assimiler en fait. Et soyez fiers de ça. Et c'est là où une personne m'a dit, un étudiant qui m'a dit, mais moi j'ai un problème, c'est parce que j'ai l'impression qu'on se moque de mon accent. Et depuis, j'essaye de gommer mon accent, et vous aviez dit le chirureux, les trucs comme ça, donc je ne sais plus quoi faire. Et c'est là où je lui ai dit, mais tu sais quoi? L'accent n'a jamais été un problème. L'accent marseillais sera moqué à Paris. L'accent français sera moqué à Londres. L'accent chinois sera moqué aux États-Unis, etc., etc. Mais si par contre, toi, tu penses que tu quittes le Sénégal, tu dois faire face à des Français et que tu dis que les Français parlent mieux que le français que toi et que toi, tu commences à te mettre la pression pour, au lieu de parler français correctement, tu commences à vous dire anticonstitutionnellement, si vous voulez que je m'exprime de votre façon, mais les gens ne vont pas te comprendre. Sois juste naturel. L'accent, c'est ton accent, c'est tes valeurs. Et dis-toi que c'est les autres qui ont un accent, mais pas toi. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il y a du boulot. Mais j'ai tellement de retours positifs, franchement, j'ai tellement de retours positifs que je dis, ouais, je peux pas, je reçois même des courriers, des lettres, mais je pense que la personne qui m'avait marqué, c'était l'aveugle, en fait, la personne aveugle. Ok. Un accent camerounais. J'ai une autre question de Gesser. Il dit la confiance en soi, la connaissance en soi, quelle est la différence? La confiance. Quelle est la différence entre la connaissance de soi et la confiance en soi? Il y a quelle différence d'ailleurs? Moi, je dirais que les deux sont liés. En fait, si tu te connais, tu peux avoir cette confiance d'aller avec le bagage de savoir que tu te connais en fait. Donc, la première des choses qu'on te dit, c'est connais-toi toi-même. Connais tes limites peut-être, mais connais surtout tes forces. Et se connaître, pour se connaître, écoute ce que les autres parlent de toi, dis de toi,
mais surtout toi, ton âme. Encore une fois, comme j'ai cité plusieurs fois mon père, mais il me disait, quand tu es face au miroir et que tu es tout seul, tu es nu face au miroir, tu te regardes. Si tu es fier de ce que tu es, tu peux y aller. Mais ne te mens jamais face à ton miroir. Les autres, tu peux te mentir, hein, mais ne te mens jamais face à ton miroir. Connais tes limites, connais tes avantages et surtout, vas-y. C'est surtout ça. Maintenant, la confiance en soi, pour moi, comment on peut mesurer la confiance en soi? C'est-à-dire de regarder derrière toi et voir entre ce que tu voulais et là où tu arrives, tout le processus que tu as fait pour t'amener là où tu es. Et c'est là où tu peux mesurer cette confiance que tu as en soi. Et je dis souvent, quand tu as une confiance en soi, il y a surtout en Wolof, le mot c'est tit. On te dit souvent Bouragal Boultit. N'aie pas peur. D'ailleurs, les deux mots c'est la même chose. Je ne vois même pas la différence entre Bouragal et Boultit. Je vois même pas la différence. Bouragal Boultit. Ragal, c'est quand tu es conscient de ce que tu as peur. Tit, c'est quand ça te surprend. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Mais il y a une chose que je dis, c'est au contraire, si tu as peur, parfois c'est bon signe d'avoir peur. Il y en a qui pensent que avoir confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur. Le truc, c'est qu'il faut avoir peur, mais qu'est-ce que tu fais de cette peur? Si cette peur te recule, il faut jamais reculer par rapport à cette peur. C'est-à-dire que tu es face à une chose et vas-y. Et c'est encore mieux quand tu as peur de surmonter cette peur. C'est Nelson Mandela qui dit souvent, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est la manière dont tu surmontes cette peur. Et c'est vraiment ça en fait. C'est surmonter ta peur en fait. C'est ça qui est la chose. Et on oublie une chose, c'est que face à un défi, on oublie un élément, c'est le contexte. On oublie aussi l'élément qui est l'environnement. On oublie tout ça. C'est-à-dire qu'on va te dire, tu dois aller négocier la plus grande chose, ou bien même les sportifs. Tu arrives en finale et c'est ton dernier match. Tu arrives à la fin de tes études et c'est ton dernier examen pour arriver à ça. Tu dois négocier le contrat le plus important de ta société et ce jour J, tout dépend de toi pour y arriver. Le contexte, c'est-à-dire que tu auras beau te préparer, comme on dit, l'entraînement chez toi, à te faire les scénarios, dans le contexte où il n'y a rien, tu n'auras pas peur. Tu vas dire, bon, je vais commencer à dire ça en entraînement. Mais quand tu arrives le jour J avec le contexte, tu auras ce stress parce que tu vas te dire si je me loupe, si je foire la chose, si tu regardes le contexte, le public ou des choses comme ça. Donc tu auras cette petite appréhension, mais il ne faut pas que cette appréhension te bloque en fait. Et il faut savoir juste la surmonter. Et il y a juste une façon de regarder les choses, c'est de te dire qu'au moment du jour J, quand tu dois délivrer ce jour J là, pense juste à tous les sacrifices que tu as fait pour y arriver. Si tu es étudiant, pense à, surtout si tu es en Europe ou ailleurs, pense à tous ces trajets que tu as fait peut-être sous la neige, sous le froid. Pense au fait que tous les sacrifices, c'est-à-dire que les parents vont t'envoyer de l'argent, mais tu sais que cet argent aurait pu plus servir là-bas qu'ici. Pense aussi que tu n'es pas à la même enseigne que l'Européen qui a papa et maman à côté qui ont des facilités par-ci par-là. Si tu penses à tout ça, le jour J où tu dois décrocher ton diplôme, hey, tu n'es pas venu juste pour va décrocher ce diplôme. Donc ne pense pas que tu vas rater, mais pense à tous ces sacrifices et donne ce que tu as donné pour réussir ça en fait. Donc, effectivement. La peur est normale. D'ailleurs, moi je vais faire un témoignage parce que je pense qu'on s'est rencontrés une fois et c'était à la conférence de l'étudiant 221. Ouais. Et ce jour-là, j'étais venu accompagner mon ami partenaire Ngor. Et comme d'habitude, on te met à la fin pour garder les gens, pour qu'ils ne rentrent pas. Parce que dès que Babadem passe, après, il n'y a plus rien à siroter. Et ce jour-là, en fait, moi, j'aime bien la motivation personnelle. J'ai jamais eu l'occasion de parler en public aux gens, mais
je ressens beaucoup d'amour pour mon prochain et ce qui m'a transformé, j'ai toujours envie de le partager. D'où aujourd'hui je fais parler des gens parce que je suis dans ce process d'apprendre encore. Et ce jour-là, je te connaissais pas. Hein. Ngour me disait, ouais, il y a Baba Dem, tu le connais? Je dis, non, je le connais pas. Et il m'a dit, il va parler de motivation personnelle. Moi, je me dis, ok, je vais écouter. Et tu es venu avec des slides trop simples, très simples à mon goût parce que je suis graphiste. Mais en fait, les mots illustrés te faisaient en fait dans ta tête. Tu peux fermer les yeux et imaginer le slide parce que tu as ce don de faire voyager la personne, de faire imaginer la personne ce que tu es en train de transmettre. Et ce jour-là, tu as parlé en fait du jour. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu disais toutes les personnes qui sont venues en France, rappelez-vous de ce jour où vous quittiez votre pays. Ouais, et que la maman a préparé un bon plat, le papa qui t'appelle pour te donner des conseils. Et j'aimerais rappeler ce jour-là, il y a un qui n'a pas pu supporter ce chagrin, peut-être que ça lui a fait penser à quelque chose. Il est sorti en pleurant. Et c'était une grande personne, un grand gaillard. Oui, mais ce jour-là, tu as touché son cœur. Et je ne sais pas qu'est-ce qui t'a inspiré ce jour-là, mais toute personne qui est arrivée en France a vécu ce jour spécial. Ce jour où toute sa famille l'a accompagné. Ce dernier jour où il quittait ses parents. Et je ne sais pas, est-ce que tu as parlé de ton expérience personnelle ou bien quelqu'un te l'a raconté ou voilà quoi. Non, il y a un mélange de tout. Il y a l'expérience personnelle, effectivement. Je me souviens quand je quittais Mermoz, la grand-mère, en fait, la grand-mère qui te donne le... Tu sais, c'est toujours émouvant de quitter la famille pour quand tu retournes, quand tu dois quitter le Sénégal pour aller ailleurs. Et tu sais, il y a tout ce récital-là autour. Il y a la famille qui est autour. Les amis des autres amis qui viennent et cette partie c'est surtout la grand-mère qui te donne le citron, qui te dit mets ça dans la main gauche. Tu vois des personnes qui toi-même tu es obligé de pleurer en fait. Et mais par contre pour les étudiants le message c'était il y en a même qui n'aiment pas que je dise ça, mais mon message c'est vous n'avez pas le droit d'échouer. Et dans le vous n'avez pas le droit d'échouer, c'est penser à tous les sacrifices. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte. Chez nous, l'argent, c'est tabou. Ton père ne va jamais te dire combien il gagne. Ta mère ne va jamais te dire combien elle gagne. Mais pour leurs enfants, elles sont prêtes à se sacrifier, à aller même baisser la tête pour réclamer de l'argent, pour qu'on leur prête de l'argent. Surtout les mamans. Elles sont prêtes à aller s'endetter. Mais nous, on ne le sait pas en fait. Et donc, toi qui es étudiant là, tu penses que quand tu vas en France, mais l'argent que la maman a mis ou l'argent que le papa a mis, ce sont des investissements parce qu'ils sont fiers que toi, tu ailles en Europe ou aller faire des études pour venir après, je ne dis pas soutenir, mais parce qu'eux, ils vont pas te réclamer un retour sur investissement. Mais eux, c'est une fierté pour eux de voir leur enfant aller décrocher un diplôme. Et c'est vrai que quand tu arrives en France, tu commences à regarder les portables par-ci, tu regardes les copains par là-bas, qui ont ça. Maman, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Je dois m'acheter des chaussures, je dois m'acheter ça, Et après, tu commences à entrer dans le processus français qui est allez, on va chercher du job pour pouvoir faire ça, mais tu oublies pourquoi tu es venu en fait. Et donc, c'est une façon de dire à ces étudiants-là, hey, vous n'êtes pas venus pour devenir étudiant français. Vous êtes là pour une mission claire. Venez, les parents ont sacrifié autant de sacrifices. La maman ne va jamais vous dire où est-ce qu'elle est partie chercher l'argent pour payer ton billet, pour payer ta scolarité. Le papa ne va jamais te dire comment il est obligé de se serrer la ceinture. Mais tout ce qu'il a envie, c'est que vous réussissez. Donc, réussissez, le reste peut venir. Et souvent, je dis aux gens, si vous devez, parce qu'il faut que jeunesse se passe. Si vous devez avoir des loisirs, il faut que ça se passe. Les meilleurs moments, c'est les moments étudiants. Mais faites passer le travail de la réussite d'abord et récompensez-vous par les loisirs.
mais ne faites pas le contraire, loisir, et au moment où il y a l'examen, la veille, vous commencez à étudier. Non. Donc ouais, en fait, après l'histoire, je ne peux pas la raconter là, je ne veux pas faire pleurer des gens, mais c'est vrai que je vais surtout le process où le papa, là c'était un oncle qui avait son crous et qui ne parlait pas ce jour J, alors que la VA, la France, tu sais, la France, etc. La maman qui a l'habitude de ne pas cuisiner ce jour J, elle va te cuisiner le tchèp parce que c'est ton meilleur plat et que pour elle, elle va aller à la cuisine, elle va se mettre à pleurer. Y a quoi encore? Tes meilleurs amis, les amis avec qui tu t'insultes, la personne avec qui tu t'insultes tous les jours. Ce jour-là, la personne, oui, la petite sœur, le petit frère, le cousin, avec qui vous vous insultez, vous ne vous voyez pas, ce jour J, elle sera la plus calme. Descendre parce que tu es en train de partir. Donc, si tu penses à toutes ces personnes-là et que tu prends l'avion et que tu y vas, la meilleure chose, c'est que tu réussis parce que quand tu réussis, tu vas leur ouvrir la porte. Et autre chose, c'est que quand toi, tu pars, quand tu pars et que tu réussis, les gens sont fiers et disent, mon grand frère, ma grande sœur est là-bas. Elle est Chikaobi, elle va devenir... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils anticipent. Hein. Tu fais des études de droit, elle y va pour devenir avocate. C'est eux qui anticipent ça. Mais eux, ils sont fiers. Donc, si vous revenez avec l'échec, c'est comme si vous avez... Et c'est pour ça qu'au début, quand je disais, nous, le collectif nous sublime. Mais votre échec aussi sera ressenti par tout le collectif de la communauté. Chez les Blancs, chez les Occidentaux, tu échoues, ça s'arrête à la femme, ça s'arrête au papa, ça s'arrête là. Et même, ça s'arrête à lui-même. Parce qu'à 18 ans, on te dit, hey, va faire ta vie, tu sors de chez nous. Mais nous, c'est un collectif. Tu as un nom, Job, tous les Jobs seront contents de savoir qu'un Job est en train de tuer. Tu es un Job, mais tu es sénégalais, tous les Sénégalais seront contents. Tu es Job, sénégalais, africain, tous les Africains seront contents. C'est pour ça que je dis, quand vous réussissez, ce n'est pas que votre propre réussite. Et je crois que sur mon slide, c'est écrit, n'abandonnez pas, et votre réussite, c'est leur réussite. Et donc, juste qu'ils prennent conscience. C'est vrai que là, je ne raconte pas l'histoire pour ne pas faire pleurer, mais c'est vrai que dans l'histoire, là, je mets l'anecdote, je mets en scène le dernier jour. Et effectivement, tout le monde se rappelle de ce dernier jour à leur manière, en fait. Tout le monde. Donc, ouais, et je pense que cette histoire... Ouais, cette histoire, ouais. En tout cas, d'ailleurs, ce jour-là, j'ai essayé de faire rapide cette histoire. Mais quand j'ai commencé à la raconter, ça a fait pleurer beaucoup de monde, en fait. Du coup, j'essaye de mettre de l'eau, mais ouais. Moi, ça m'a fait voyager, effectivement. Et bon, j'ai pas eu le culot de pleurer, mais j'ai pleuré à l'intérieur parce que ce jour-là, je me rappelle très bien. Et il y avait toute la famille, mon père, ma mère, mes deux frères, la femme de mon frère, qui étaient tous à l'aéroport. Et d'ailleurs, Hassan l'a un peu expliqué aussi dans son parcours. Et c'est le seul moment où des gens vont interférer entre toi et ta famille. Et tu pourras plus reculer et tout le monde te regarde et te dit vas-y, on compte sur toi. Et effectivement, quand tu as ça dans la tête, moi, mes jobs, tu te rappelles toujours, même quand c'est dur en classe et que tu te fasses un schéma ou une photo sur ton tout le temps dans un endroit où, et je pense que Baba, tu devrais prendre le temps avec ton téléphone. Pas besoin de faire des montages compliqués. Tu t'enregistres et tu nous racontes cette histoire-là, cette mise en scène qu'on peut visualiser en fermant les yeux tranquillement et tu la publies pour tous les étudiants qui arrivent en France. Ouais. Non, mais il y a une vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une personne qui avait filmé cette scène. Ok. Ils l'ont publié? Non, pas encore, mais je pense qu'il y aura le montage qui sera fait. Et puis, mais je sais que c'est vrai que c'est une scène. Je me souviens que quand je l'ai fait à l'ambassade du Burkina, pour les étudiants burkinabés, il y a un qui m'a sauté dessus tout de suite et qui m'a dit, mais ce que vous avez raconté là, on dirait que vous avez raconté ça à moi seul. Et puis souvent chacun vient me dire, tu sais, moi, ma mère, bon, c'était pas comme ça, mais ma mère, ma soeur, et il y a une chose aussi que je dis aux gens, n'oubliez pas que vous êtes la fierté de tout le monde, et d'autant plus des personnes que vous n'allez peut-être ne plus revoir, qui vont entre-temps peut-être des choses comme ça. Donc,
Et ça, je le dis, c'est au moment, je ne dis pas ça gratuitement au début, mais ça va être au moment où vous allez rencontrer des problèmes. Au moment où vous aurez envie d'abandonner. Et souvent, c'est au moment de l'insertion professionnelle où l'étudiant a un problème avec sa carte de séjour. C'est là où on va lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas. Donc, il y a des moments où dès que tu as un obstacle, tu as envie de tout abandonner. Et c'est là où je dis aux personnes, hey, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Parce que si vous le faites pour vous, n'oubliez pas ceux derrière pour qui il y avait tout un espoir. Et puis, si tu regardes bien, Sénégalais, Africains, où qu'ils aillent, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit, ah, il travaille mal. Chaque fois, c'est, ah, je connais un Sénégalais, je connais un tel. Mais vraiment, c'est des personnes fiables, des personnes qui travaillent, des choses comme ça. Donc, c'est juste pour dire aux gens, n'abandonnez jamais au moment de la difficulté. Et surtout, si vous ne pouvez pas le faire, parce que il y a un mot très important, c'est soyez responsable de tous vos actes. Et comme je le disais au début, assumez vos actes. Le problème d'être responsable, si tu n'es pas responsable, c'est la fuite en avant. Et le problème de la fuite en avant, c'est le mensonge. Donc, en gros, si ta mère, tu es là, tu as des problèmes, il y a le 221, tu vois le 221, ta mère ou tes amis ou ton père t'appellent. Et que à un moment, tu vas fuir tes responsabilités, tu vas dire non, tout va bien papa, tout va bien maman, ici ça se passe bien, alors que ça se passe mal. Que tu es obligé de dire oui, j'ai eu mon diplôme alors que tu n'as pas eu ton diplôme, c'est que vous n'assumez rien du tout. C'est pour ça que je dis aux gens, soyez responsables. Et le meilleur moyen d'être responsable, c'est que quand quelque chose vous arrive, en fait, on a l'habitude de fuir, c'est-à-dire, on va dire, c'est la faute à. Faute à pas de chance, faute au racisme, faute, j'ai pas mon permis de conduire, c'est la faute au moniteur. On va chercher le truc, c'est la faute à. Si vous êtes responsable, vous allez dire, ok, c'est comme ça, j'assume, mais je saurai comment faire. Donc, si vous commencez à vous dire c'est la faute à, dites-vous que vous n'êtes pas responsable. Et si vous dites c'est votre faute, mais vous allez corriger, là vous êtes responsable. Et c'est ça qui est surtout important. C'est pour dire à ces étudiants-là, si nous on vient leur parler, c'est qu'on a connu, moi-même ici en France, j'ai eu des problèmes de papier pendant des moments même extraordinaires. Toi qui as parcouru le monde. Non, mais des problèmes de papier. Et même, ce qui était le plus grave, c'est que, bon, là, maintenant, ça fait des années, mais j'ai même travaillé à la bibliothèque, par exemple, à la bibliothèque François Mitterrand, au musée du Louvre, parce que eux, ils pensaient que j'étais français. Après, c'est une question de réseautage. Il y a mon nom qui me présente à telle personne qui est dans le ministère de trucs, donc qui m'envoie à la bibliothèque François Mitterrand. Et du coup, on me dit, bon, c'est très bien, on a besoin de vous pour ce job, vous êtes français, donc vos papiers. Je laisse tomber le mot, c'est-à-dire, non, ils n'ont même pas dit français. Pour eux, je suis français, donc ils disent vos papiers. Et là, je sors mon permis de conduire, parce que permis de conduire, c'est juste écrit République française et ma carte vitale. Et ils sont passés, je sais même pas, comme c'est de la paperasserie, ils ont juste mis et puis ils m'ont embauché comme ça. Et donc, à chaque fois, on m'appelait, à un moment, on voulait me changer de service parce que d'autres me trouvaient bien, donc ils voulaient dans le service. Et à un moment, à chaque fois qu'on me convoquait, moi je me suis dit, ça y est, ils ont découvert que j'avais pas les papiers, j'avais pas le droit de travailler, et donc ça risque de faire le scandale dans le Parisien. Comment Bibliothèque François Mitterrand a pu faire travailler un étranger, une personne qui pouvait pas travailler en fait. Et je crois que j'ai même arrêté d'aller là-bas le jour où on m'a proposé un CDI. C'est là où j'ai dit, bon là, ça devient un peu plus sérieux, on va me demander les papiers et ça va être compliqué. Donc c'est le jour-là, j'ai dit, non, je dois continuer les études. Mais c'est pour dire aux gens que lorsque vous avez des problèmes, surtout ces problèmes de papier, il y a une chose, il y a la patience, mais on est tous passés par ce processus. Et à la fin, si vous y croyez, vous allez voir que ça va s'arranger. Et c'est pour ça que même quand tu regardes les personnes sages, là, les personnes les plus âgées, il y a des couples là, tu regardes des couples et tu es en couple, tu as des histoires avec ta femme ou bien ta femme a des histoires avec son mari. Dès qu'ils vont voir une personne plus âgée, il va leur dire, voilà, je n'en peux plus, c'est la personne, tu vas voir les personnes sages là,
Ils vont être là, ils vont à peine rigoler en disant, mais ça c'est rien. Et toi, tu te dis, mais quoi? Et quand tu regardes une personne, en tout cas ton ami qui est de la même génération, la personne va dire, mais comment il ose faire ça? C'est-à-dire, tu vois, en tout cas, il y a une différence entre ceux qui ont de l'expérience et ceux qui n'ont pas encore l'expérience. Et c'est pour ça que cette transmission est très importante, que ce soit pour les étudiants ou en tout cas aux plus jeunes. Et c'est ça, croyez, quand on dit gomme ce bob, hein, c'est pour, ça fait peut-être un lien. Tu sais, dans le développement personnel, vous entrez, les gens vont te dire tous la même chose. Demande à une personne, c'est quoi ta définition de la réussite? Les gens vont te dire à peu près, il faut croire en soi, avoir confiance en soi, il faut être déterminé. Moi, je rajoute, il faut éliminer vos barrières de la tête. Mais ce sont des valeurs qu'on nous le dit, qu'on nous, on nous bassine de toutes ces valeurs-là. Mais la vraie confiance en soi, c'est par exemple ton histoire, ce sont ces histoires personnelles qui font que si tu dis, ah, cette personne, à ce moment précis, elle a fait ça, je me permets de, après peut-être que toi tu vas y rajouter, mais le jour où toi, tu es parti en entretien d'embauche et qu'on t'a dit, regarde bien le gomme ce bob, la confiance en soi. Quand tu disais que toi, tu avais des problèmes éventuellement d'élocution, de t'exprimer en français assez bien tu avais du mal à trouver les mots pour illustrer ton talent. Et que la personne t'a dit, il faut juste montrer ton talent. Et que toi, tu es venu le jour J, c'est-à-dire que entre tous tes anciens, je veux dire, entretien d'embauche et le jour J où tu es venu en disant, écoutez, moi, c'est ce que je sais faire, je ne vais pas parler beaucoup, voilà ce que je sais faire. Ce jour-là, c'est gomme ce bob. C'est que tu étais sûr de ce que c'est cette confiance. C'est d'y aller. Maintenant, toi, quand tu nous le dis et tu nous le racontes, nous, ça nous permet de se dire, hey, si lui, il a réussi à faire ça et que ça passe, ah, moi aussi, je vais faire ça, en fait. Et gomme ce bob, c'est le résultat, en fait. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu es allé avec une confiance, tu as dit, je sais faire ça. Et surtout, quand tu maîtrises une chose, en face, on saura que tu maîtrises la chose. Et quand tu sais dire ce que et en tout cas, si tu sais exprimer ce que tu maîtrises, non seulement tu as confiance, mais les gens vont avoir confiance en soi. Donc, gomme ce bob pour que Nyeneni etc. Et surtout, bagnal le titre, quoi. C'est le truc, c'est. En fait. Voilà, exactement. Et tu l'utilises pour. Et puis surtout, boule de l'original. C'est pour ça que gomme ce bob, moi je dis souvent, même si vous avez peur, affrontez votre peur. Affrontez, quel qu'il en soit. Et vous verrez que en affrontant votre peur, vous verrez que finalement, derrière, vous allez dire, mais ce n'était que ça. Et souvent, c'est souvent ça, en fait. Faites, après, vous verrez. Mais surtout, ne laissez pas les autres vous dire, non, il ne faut pas faire, et que vous-même, vous vous dites, finalement, peut-être que je ne devrais pas que... Non, fais, et après, tu sauras. Moi, pour moi, Gummel ce bob, moi, il fait, et après, on verra. Et tu tireras les conséquences de... Donc, c'est pour ça, il y a... comment il s'appelle Gore qui disait, de Taïmoner, qui disait learning by doing, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est learning by doing. Il y a même cette histoire où... et souvent, quand tu fais, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'aligner, en fait. Et c'est comme ton histoire, là, quand tu as commencé photographe, tu disais, bon, voilà, je fais des photos, je suis passionné de la photo, etc. Tu savais que tu voulais faire ça jusqu'à un jour où la personne te dit, finalement, en fait, tu entends une personne dire c'est 4 000 € pour une prestation, alors que toi, tu es à 350 €, en fait. Tu te dis, mais, ou 750, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Rien à voir, ouais. Tu vois, mais par contre, il a fallu cette circonstance que tu rencontres cette personne. C'est comme Léonie, quand elle racontait le jour où elle était à l'église, où elle ne savait pas comment aller au Canada, et une personne qui lui dit, hey, comme ça, vous voulez aller au Canada? Tu vois, en fait, c'est-à-dire, Bogame Sobop et Bogame Yalamom, je pense que tu peux aller la vie d'Aedem, quoi. C'est aussi simple que ça, en fait.
Donc c'est ça en fait. Moi, ma phrase fétiche, c'est fais, après tu sauras. Ne cherche pas à écouter les autres, élimine ces barrières que tu as, fais, après tu sauras. Et il faut y aller. Et surtout, je dis aux gens, tous les 3 ans, si tu occupes un poste, occupes un poste, au bout de 3 ans, pose-toi des questions si pendant 3 ans, tu as toujours le même salaire, si tu as toujours les mêmes responsabilités et si tu es toujours dans la même routine. 3 ans, tu dois évoluer, en fait. C'est surtout ça. Et pour nous autres Africains, ce que je dis aux Africains, c'est que en Europe, le métro, boulot, dodo, la société te règle ça. C'est-à-dire que si tu es européen, tu peux te permettre de faire ce métro, boulot, dodo. Ma retraite, je sais comment ça se passe. Chaque début de septembre, je sais où je vais placer mes dates pour les vacances. Je mets de côté pour mes vacances. Je sais que je vais mettre telle dépense pour le manger. Tout est réglé en fait chez l'Européen. C'est-à-dire que jusqu'à ta retraite, tu sais même ce que tu vas gagner à ta retraite. Mais tu peux te le permettre parce que ta société le fait. Mais nous autres Africains, on ne peut pas se permettre de faire ce métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis aux gens, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Dans toute cette vie-là, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, à un moment donné, vous aurez des enfants. Mais au moment de votre départ, j'espère le plus longtemps possible, mais au moment de votre départ, il y a juste une question qu'on va se poser. Soit pour tout le monde, on va dire, Ndeysaan, cette personne, elle était gentille, cette personne, c'était la plus aimante, cette personne nous laissera de bons souvenirs. Ça va être pour tout le monde, même le plus méchant, ça va être ça. Mais il faudrait que vous, au moment où vous quittez, vous nous rajoutez le en plus ce qu'il nous a laissé. Et le en plus de ce qu'il nous a laissé, ça serait par exemple votre petit-fils qui demande à sa maman, mais maman, grand-mère, grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Et que cette personne dit, écoute, va sur YouTube par exemple, je donne un exemple comme ça, regarde. Et la personne va dire, ah, voilà ce qu'elle nous a laissé. Et tu vois la personne qui dit, ah, mais grand-père, grand-mère nous a laissé ça, et fier avec ses cousins. C'est-à-dire que laissez une trace de votre passage ici. Métro, boulot, dodo, vous ne laisserez aucune trace que pour vos pieds. Mais en Afrique, on a besoin que chacun d'entre nous laisse sa trace. Soyez les meilleurs dans tout ce que vous faites et apportez. Et c'est pour ça que je dis, on n'a pas d'économistes africains reconnus. Mais qu'est-ce qui nous interdit de créer une théorie africaniste, une théorie Camara? Qu'est-ce qui nous interdit? Mercedes, Peugeot, je ne sais pas quoi, ce sont des noms de famille. Qu'est-ce qui nous interdit d'avoir une Camara ZX en termes de voiture? C'est pour ça qu'il y a Gomol Sobop, moi, laisser une trace et on se dira, waouh, voilà ce qu'elle nous a laissé au moment de partir. Et qu'est-ce qui vous l'interdit? C'est pour ça que je dis, il y a 2 choses à vous poser comme question. 1, pourquoi pas moi? Et le pourquoi pas moi, c'est il y a 2 questions. Pourquoi pas moi? Et qu'est-ce qui m'en empêche? Ce qui doit vous empêcher, c'est peut-être que c'est contraire à vos valeurs. Peut-être que c'est contraire à la loi. Peut-être que ce n'est pas dans votre éducation. Mais à part ça, personne ne doit vous empêcher de réaliser quelque chose. Et surtout, n'allez pas demander la permission de tel, surtout du Touba, pour faire quelque chose. Faites, si ça marche, ça marchera. Si ça ne marche pas, essayez de voir comment ça se fait, mais initiez les initiatives. On n'a pas besoin de valider. C'est pour ça qu'en Afrique, let's go. Laissez une trace. C'est pour ça que je dis laissez une trace pour que vos enfants, et c'est facile de laisser une trace, c'est de croire en soi et de s'initier. Si vous commencez quelque part, faites, et c'est surtout ça en fait. Donc laissez une trace ici, et ça peut être tout simple. Je ne demande pas aux gens d'être les plus grands théoriciens, politiciens, mais de vous challenger. Et dans le développement personnel, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sauras ça à la fin de ta vie, et à la fin de ta vie, quand tu vas regarder derrière soi, tu vas te dire, waouh, j'ai quand même fait ça. Ou alors, la plupart des gens qui se disent, je n'ai plus ma jeunesse avec moi, je regrette ma jeunesse ou des choses. Vous avez le choix. Vous avez le choix de se dire, waouh, j'ai laissé tout ça, j'ai quand même vécu et je peux mourir tranquille. Ou alors, franchement, si je devais refaire ma vie, j'allais le refaire. Et ça, c'est votre choix en fait.
Et c'est pour ça qu'on dit dans votre choix, on a tous le choix. Il y a oui, non, personne ne te met la corde au cou. Il y a le choix de se dire, par exemple, pour un boulot, la plupart des gens, la plupart qui viennent me voir, par exemple, ils me disent, j'en ai marre de mon boulot. Mais généralement, j'en ai marre de mon boulot, mais si tu me le dis, c'est que tu es encore satisfait de là où tu es. Et des personnes qui vont dire, j'en ai marre de la vie que je mène, etc. Pour moi, généralement, ces personnes, quand ils viennent, je dis, bon, excuse-moi, mais il faut aller voir peut-être le psychologue, mais c'est pas pour moi. Par contre, une personne qui vient en me disant, j'ai décidé que cette fois-ci, je vais faire ça, et tant pis, je vais tenter, je te dis, ok, on peut y aller, en fait. Donc, tout ce que vous faites, ne faites pas en sorte que ça soit des routines, en fait. Je n'ai pas le choix. Le mot, je n'ai pas le choix. Je dois aller travailler, je n'ai pas le choix parce que je dois remplir mon frigo. Ok, mais vous avez le choix de remplir votre frigo autrement. Et après, il y a pas mal de techniques. Mais la seule chose que je tenais à dire aux personnes, lisez des autobiographies. Si vous lisez des autobiographies, vous verrez que ces personnes-là n'étaient que des êtres humains comme vous et moi. Et que rien ne pouvait les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, surtout, faites et après on verra. Franchement, c'est ce que je dis, faites et on verra. Et donnez un sens à votre vie. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je laisse ici, sur cette terre? Soyez les meilleurs dans ce que vous faites, mais posez-vous cette question, qu'est-ce que je laisse sur cette terre? Et franchement, plus il y aura d'Africains qui vont laisser des choses, parce que les Sénégalais, quand on les regarde, les Maliens, etc., tu verras que des bonnes personnes qui font des choses extraordinaires, sauf qu'on ne les met pas assez en valeur ou on ne les regarde pas. Donc, c'est pour ça que toi, ce que tu fais, Kakodiar, par rapport à tes initiatives, si plus on verra des gens faire des choses, plus on va dire waouh, je vais faire des choses. Et pour juste faire un petit parallèle avec l'actualité, généralement je disais, il y a une fois on m'a dit ouais, mais tu fais de l'anticolonialisme primaire. En fait, je parlais de pour décrire des choses. oui, non, c'est-à-dire que je parlais de l'hôpital Le Dantec, hôpital Aristide Le Dantec du Sénégal. Aristide Le Dantec, je suis parti regarder, je regarde son palmarès, mais ce n'était qu'un colon qui faisait je sais pas quoi, infirmerie, AFAN, ou en tout cas, rien d'intéressant en fait. Et à un moment, je disais à la radio, c'était lors d'une émission, je disais, moi je suis pour qu'on enlève le nom de l'hôpital Aristide Le Dantec et mettre pourquoi pas Awa Kolsek, hôpital Awa Kolsek. Les gens me disent, ouais, mais ça c'est de l'anticolonialisme primaire. Je disais, mais ce que vous ne comprenez pas par là, c'est que si je dis ça, c'est pas que je fasse de l'anti. Mais l'hôpital Le Dantec, c'est l'un des hôpitaux où il y a le plus grand nombre de passages. C'est l'un des hôpitaux où la petite fille accompagne sa maman pour amener des oranges pour la grand-mère qui est peut-être malade. Mais généralement, la chose, quand on regarde l'hôpital de Dantec, la petite fille va dire, mais maman, c'est qui Aristide Le Dantec? On va dire, ah non, c'est un Français qui était colon, un général, des trucs comme ça. Quel impact ça a? On va dire, waouh, ok, c'est encore français, waouh, il a un hôpital. Mais si tu mets Awa Kolsek, tu dis à la petite fille, Awa Kolsek, c'est qui, maman? Ben, c'est une dame qui a été ministre au Sénégal, qui a permis de faire ça au niveau de la santé. Mais la petite fille va dire, waouh, elle me ressemble, je peux m'inspirer de ça. C'est pour ça que je dis que Aristide Le Dantec, si vous y tenez, mettez-lui une petite statue, amenez-le au musée, mais faites en sorte que les grands noms de passage pour nos enfants, faisons la promotion de nos valeurs en fait. Les Français n'ont pas besoin de nous pour faire la promotion des Félix Faure, des Avenue Room, des je sais pas moi, Victor Hugo ou des choses comme ça, même De Gaulle, même Charles de Gaulle. On n'a pas besoin de faire de voilà, même Pompidou, avenue Pompidou. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nous pour faire leur promotion. Ils savent faire leur propre promotion. Ils ont arrivé à nous faire manger, à rendre bon le camembert qui pue là. Ils sont très forts dans leur propre promotion. Faisons-nous notre propre promotion. C'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin de avenue Victor Hugo, mais mettons en avant des Sénégalais. Parce que quand tu regardes le nom, tu vas dire c'est qui. Et plus on aura des modèles, parce que jusqu'à présent, nos modèles, ça va être des Youssou N'Dour, ça va être des lutteurs, donc les jeunes vont aller sur ça en fait. Mais montrons aussi d'autres modèles qui vont se dire, waouh, si lui il est arrivé, et surtout laissez votre trace ici. Donc plus on va faire la promotion de nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on est anti. De Gaulle, il peut avoir sa statue dans un musée.
Faidherbe, regarde le pont Faidherbe. Il est temps d'enlever le nom Faidherbe. Faidherbe, il est ancré dans nos trucs. Un quartier qui s'appelle Mermoz, mettons la promotion, faisons notre propre promotion et écrivons notre propre histoire. La Dior, par exemple, on n'a pas besoin d'écouter la version française de la Dior qui aurait fui. Moi, ce dont je sais de la Dior, la version sénégalaise, c'est que la Dior a affronté. Et soyons fiers de dire que la Dior a affronté, que de prendre l'histoire des Français qui vont dire la Dior a fui. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des gens dans la culture, on a besoin des gens au niveau ingénieur, mais faites-vous connaître, parce que ce sont des exemples pour nous, ce sont des modèles qu'on peut suivre. Et plus on a des personnes qu'on peut suivre, plus chez nous, waouh, si lui il est arrivé, moi je pourrais. Et essayons d'avoir ces modèles. C'est pour ça que je dis, faisons la promotion de nos propres valeurs sénégalaises, de notre propre valeur. Même, voilà, il y a en plus de poupées noires faites à l'image des femmes noires. Effectivement, là, je lis celui de Awa Truc. Et justement, il y a une personne qui racontait que sa fille disait pourquoi elle n'avait pas les cheveux. Sa fille de 5 ans avait honte parce qu'elle se disait qu'elle n'avait pas les cheveux de sa poupée. Aujourd'hui, on est arrivé à faire des poupées, il y en a de plus en plus, des poupées noires. Qu'on met dans le truc, c'est comme par exemple le bissap. Il y a une personne qui disait dans les villages, c'est un village qui disait ça. Il disait, mais nous, il a fallu que les enfants on aille à l'école pour qu'on nous fasse comprendre que le petit déjeuner, c'est jus d'orange, c'est pain, c'est chocolat, c'est du café. Alors que nous, on a nos milles, on a nos dougou, nos fondés et des choses qui sont encore plus, plus nourrissants pour le corps. Plus healthy pour le corps. Mais on va vous apprendre à aller acheter le pain qui se trouve à des kilomètres là-bas, alors que vous avez tout ce qu'il vous faut là où vous êtes. Donc, faisons la promotion. Et comme on dit, par exemple, le jus, je crois que c'est le jus de bouille, a plus de valeur nutritionnelle que le jus d'orange. Le jour où, on va dire, on fait cette promotion, mais le jour où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est que quand tu regardes un film, que ce soit un film américain, que quand ils vont ouvrir leur frigo là où ils mettent le lait, il y aura un bissap qu'ils vont poser pour leur petit déjeuner et que nous, on ne va pas se poser la question, c'est pas normal, mais que ça devient une norme. Et c'est pour ça qu'on doit tout faire, sinon c'est Coca-Cola qui vont créer le nouveau jus de bissap au Oasis et ils vont se dire, bon, ben, c'est un jus, le jus d'hibiscus de Oasis et nous, on va être là à dire, bon, écoutez, à nous de faire les choses et faisons la promotion et des valeurs. N'ayons pas honte en tout cas de nous, quoi. Le but, c'est vraiment, par exemple, toi qui dis que tu veux parler aux gens, mais fais-le. Franchement, j'ai écouté la dernière fois ton Sénégal Academy. C'est vrai qu'on s'était rencontrés lors de la conférence, mais j'avais pas après, par exemple, le Kakodjar. Il faudrait que lui-même Kakodjar t'explique pourquoi il a gardé Kakodjar. Ça peut être inspirant. Et comme je dis, il n'y a pas besoin. Si tu dois le faire, que tu es prêt, t'inquiète, on va faire en sorte que tu puisses parler aux étudiants. Parce qu'en fait, le but, c'est surtout de transmettre. Transmettre pour impacter. Transmettre pour se dire, une personne va se dire, ah, mais s'il m'a dit ça, peut-être que je pourrais. Et franchement, il suffit de rien. Il suffit de rien pour avoir une confiance. Parfois, c'est juste de l'écoute. Donc, moi, franchement, je voudrais que le Kakodjar, Yakodjar, que les personnes se disent, ouais, c'est du Kakodjar, on va écouter. Et tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. La seule chose que je demande aux gens, authentique en fait. Et si vous êtes authentique, vous allez toucher les gens. C'est surtout ça. N'allez pas, si vous vous présentez en public, n'allez pas chercher un truc que vous avez trouvé sur YouTube, mais faites en sorte que tout ce que vous allez vienne du cœur. En tout cas, montre que ça a été un acheminement. Et c'est pour ça que je dis aux gens, retenez 3 choses. 1, apprenez. Ça, c'est la chose. 2, appliquez. C'est-à-dire qu'une fois que tu apprends, tu vas te former. Mais la chose la plus importante, c'est ton appropriation. J'ai envie de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais écouter du Kakodjar, mais j'ai pas envie de dire, tiens, je vais écouter de la motivation ou du développement personnel. J'ai juste envie de dire, allez écouter Kakodjar. Je vais manger du Maël Cooking parce que je sais que Maël Cooking, ça va pas être les cookies que je vois à Carrefour. Je veux aller voir sur Taïmoner parce qu'il y a cette place de Taïmoner authentique et appropriez-vous les choses
que même si vous faites votre yassa, on se dit, tiens, il y a ce petit, le yassa de tel. On dit bien Tchéboudian Pendambay. Disons-lui que c'est le Kakodjar, la motivation Kakodjar que je vais écouter. Donc c'est surtout ça, mettez de l'impact, marquez les esprits. Et franchement, si moi je suis arrivé à ne pas parler à 2 personnes, et jusqu'à présent je vous dis, mon père ne sait même pas que moi j'arrive à faire ça, c'est-à-dire que hey, j'ai appris, j'y ai mis, et franchement la chose qui m'a le plus marqué c'est TEDx que je croyais impossible, j'ai réussi à le faire. Donc la phrase c'est éliminer vos propres barrières dans la tête, laissez les autres dire non, mais pas vous, et surtout si les autres vous disent non, donnez-leur leur argument qu'ils ont tort. Donc allez-y, faites, et après on verra. Mais soyez fiers de vous, et si vous êtes fiers de vous, nous on sera fiers de vous, et on se dira, lui c'est un Sénégalais, lui c'est un Africain, et c'est ça quoi. Yes. Yep. Elle est puissante. On a été avec Baba, il lève le point haut et il parle à tous les Africains. Je pense que cette image, tu la garderas bien dans la tête parce que tu as fait TEDx. Mais j'ai bien envie que tu remplisses un stade rempli de personnes qui viendront t'écouter. Et tu vas motiver un peuple entier et tu vas bâtir des leaders. Inch'Allah. Merci pour ta disponibilité. Attends, si je peux me permettre une dernière chose sur l'Afrique, hein, une dernière chose. Ouais. 1998, quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y avait le commentateur qui avait dit, une fois que j'ai vu la France gagner, je peux mourir tranquille. Ça, c'était 98. 2008, quand Barack Obama a été, c'était presque 2007, on va dire, 2007 pour arriver à 2008. Quand Barack Obama commençait à gagner les élections, CNN est parti interviewer un vieux qui a fait avec Martin Luther King. On lui a mis la caméra, on lui dit, regarde Barack Obama qui est en train de devenir président. Et lui-même, il se met à pleurer, il disait, franchement, tout ce on s'est battu, c'était pour voir ça. Là, je peux mourir tranquille. Je peux mourir tranquille. Et je vais aller leur dire au Martin Luther King là-bas. Je ne sais pas quelle année 8, mais moi, le jour où je pourrais dire que je peux mourir tranquille, c'est le jour où on dira que l'Afrique est une puissance mondiale. Et que l'Afrique, pour qu'elle devienne une puissance mondiale, c'est pas qu'on aura Obama, un Sankara ou un truc. C'est quand nous tous, on va décider de donner la main et se dire, tiens, ça peut truc. Et 10% d'ici, 10% d'ici, 10% d'ici. Je vous jure que si on se met ensemble à apporter vers l'Afrique en étant unis, l'Afrique peut devenir cette puissance. Et j'aimerais, en tout cas ce jour-là, que mon passeport, si je vais à un truc, on va dire you welcome avec mon passeport sénégalais. Et ce jour-là, je pourrais dire on peut mourir tranquille. Et c'est parce qu'il y aura un Kakodjar qui aura permis à d'autres de passer, parce qu'il y aura une Maël Cooking qui aura pas mal de franchises dans le monde et on va dire yes, Maël Cooking, etc. Donc, qu'on s'y mette tous. Moi, j'y crois. En tout cas, je voudrais mourir comme ça, en tout cas. Ouais. Écoute, Baba, c'était super intéressant. Franchement, les gens ont beaucoup commenté, hein, et tout le monde a été touché ce soir. C'était top, franchement. C'est l'un des meilleurs lives, pour ne pas dire le meilleur, parce que celui-là a été rempli de motivation personnelle. Et je pense que beaucoup de gens vont le revoir. Et je suis super content, super fier de toi. Et en tout cas, on va dire que t'es un mentor, t'es un modèle pour moi parce que ce que tu as fait, je suis en train de cheminer tout doucement vers ça. Et j'aimerais bien aussi avoir l'opportunité de parler à des étudiants. J'ai déjà essayé dans une classe de CP où j'ai parlé à des enfants de 8 ans parce que j'aurais aimé que quelqu'un me donne ce discours-là. Et je ne sais pas si ça a impacté un jeune, mais je pense que les enfants n'oublient pas. Et j'espère que ça va déclencher quelque chose en eux. Et toi, tu es en train de le faire devant des adultes. Tu arrives à parler et créer des émotions. Franchement, chapeau. Merci pour ta disponibilité. Je pense que on pourrait passer toute la nuit à t'écouter parce que tout est intéressant. Dans n'importe quel sujet, même le BISAP, tu réussis à nous motiver dans notre BISAP. Donc, comme quoi, tu parles de tous les sujets et tous les sujets ramènent en tout cas à croire en soi, essayer quand même et on verra. Moi, c'est ce que je vais retenir. Essayer, on verra. Il faut laisser des traces.
Et aujourd'hui, Ouais. cette vidéo va laisser une trace et j'espère que tes petits-enfants, ou en tout cas, ça va impacter encore et encore plus le monde. Ah, merci, que le Seigneur et que Dieu le fasse pour tout le monde. Et c'est Amen. possible, et on va y arriver ensemble. Merci, Amen. Baba. Je t'en Et prie. nous te souhaitons bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Et franchement, merci pour vos commentaires, pour vos encouragements. Et allez visiter Babadem, il a un Facebook, il a un Il y a mon Instagram. site, il y a mon site qui va arriver pour cette semaine, babadem.com. Ok, Mais je vais te l'envoyer, comme ça tu ouais, pourras. je partagerai. Ce sera Ouais. l'occasion de le mettre en commentaire dans la vidéo. En tout cas, Ok. Babadem est dans les réseaux sociaux. Il a son TEDx est dispo sur YouTube. Allez écouter. Et franchement, merci pour ta disponibilité. C'est le live le plus long, le plus intéressant. Merci. Ah, Et passez une bonne soirée tout le monde. Kulim Djoum, donc gis naa leen yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. Merci à tout le monde et passez une bonne nuit. Au revoir. merci. Au Allez, merci revoir. beaucoup. Au revoir.